bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce soir, le bilan du 4e round du dialogue interlibyen de Tanger, source d'espoir pour les Libyens. Au terme de 5 jours de pourparlers au Maroc, 123 des 180 membres du Parlement libyen se sont engagés le 28 novembre à mettre fin aux divisions qui minent leur pays. L'opposition congolaise parle d'un échec à la suite des concertations politiques de Madingu qui ont rassemblé la classe politique du 25 au 27 novembre. Des pourparlers qui étaient jugés cruciaux à quelques mois de l'élection présidentielle. Et puis, plusieurs militants du mouvement Ensar ont vu leur compte bancaire gelé au Nigeria. Pour rappel, ce mouvement a éclaté au mois d'octobre dans un élan de protestation contre les brutalités policières. Les avocats et les organisations des droits humains dénoncent une campagne d'intimidation. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Jean-Marie Tallet, directeur général de la fiduciaire Fiscofin. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Et Gratien Rukendikiza, notre éditorialiste. Bonsoir Gratien. Bonsoir Corinne. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Dans une déclaration finale publiée à l'issue de réunions tenues du 23 au 28 novembre, les députés libyens représentant la Chambre des représentants réunis à Tanger au Maroc ont exprimé leur détermination à aller de l'avant. Objectif, mettre fin au conflit et divisions qui gangrènent les institutions du pays et préserver l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye et sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires. Aïssa Toubari. Les lignes ont-elles bougé dans la résolution de la crise libyenne? C'est ce que laisse croire Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Selon lui, les résultats de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne constitueront un point de changement important qui aura un grand impact sur le processus politique. L'étape politique actuelle nécessite une Chambre des représentants harmonieuse qui avance dans une seule direction où les divisions géographiques et politiques prennent fin et qui œuvre en tant qu'un seul organe au service de la Libye et des Libyens. Au terme de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne, les députés ont convenu d'un certain nombre de points. Il s'agit notamment de la tenue d'une session en Libye, à Gadamès, dont l'objectif sera d'approuver l'ensemble des décisions visant à mettre fin à la division au sein de la Chambre des représentants et de lui permettre de remplir pleinement son rôle. Vu qu'il y a des réunions à Tunis qui essayaient à tout prix de trouver une solution pacifique entre les Libyens, et alors le Maroc a lancé une initiative et tout ça, malheureusement, voire opposé, et ça a trouvé une solution pacifique à la crise libyenne. Moi, je le considère comme une initiative parallèle pour handicaper, pour faire obstacle au pourparler de Tunis qui a commencé depuis 2 semaines et sans issue réelle pour la crise libyenne. Les participants à la réunion consultative s'étaient également engagés à mettre fin à la période de transition dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de la tenue de la réunion de la Chambre des représentants. Alors Gratien, pensez-vous que la Libye va enfin voir le bout du tunnel après près de 10 ans de conflit interne? Ce n'est pas sûr, parce que le problème en Libye qui s'oppose, il y a 2 forces. Il y a les forces politiques et les forces militaires. Les forces politiques et les politiciens ont intérêt à ce qu'il y ait la paix. Ils veulent, disons, construire le pays, avancer. Mais de chaque côté, ils ont un soutien militaire. Et c'est du côté des militaires, justement, il y a eu un cessez-le-feu, oui. Mais il va falloir que du côté militaire, il y ait vraiment la bonne volonté, qu'on se dise qu'on ne va plus reprendre la guerre, pour qu'il n'y ait plus de soutien ou de pression des militaires sur les politiciens. Oui. S'il y a moins de pression des militaires sur les politiciens, je pense qu'on va aller jusqu'aux élections l'année prochaine. Alors, la communauté internationale semble assez être optimiste sur la question. Jean-Marie, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer justement ces militaires-là? Gratien parlait de pression.
Alors, pour les gérer, donc Gracien a dit différentes forces, mais il a oublié la principale force qui est la force sociale, donc la société elle-même qui a des besoins, qui se retrouve dans une situation depuis près de 10 ans qui n'était pas la sienne bien avant. Et le simple fait qu'on ait tenir ces sommets-là en dehors de la Libye, qu'on les tienne au Maroc, on les a eus en Tunisie, on ne sait pas, on va les avoir prochainement encore, c'est déjà un aveu d'échec. D'échec que l'Afrique est redescendue encore plus bas, et plus bas en termes de simple analyse, en termes de terre ses égaux, parce qu'on sait d'où vient la Libye. Le moteur, c'était le moteur unificateur de l'Afrique. L'Afrique monétaire, l'Afrique économique, voire même l'Afrique sociale. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les gens supposés porter la destinée de la Libye ne sont pas capables de s'entendre à l'intérieur du pays, de s'entendre pour le bien-être du pays, pour porter le destin du pays. C'est très inquiétant. Les parlementaires présents au Maroc, à Tanger, ils ont dit être prêts à justement rentrer en Libye et organiser. Ils disent être prêts à l'extérieur. Ils avaient déjà commencé à le dire avant, bien avant. En Tunisie, ils avaient déjà commencé. Mais le problème, c'est quand on va chez les autres dire qu'on est prêt à revenir chez soi à faire la paix. Pourquoi ne pas l'avoir fait directement chez soi avec les concernés qui sont à l'intérieur? La faction de l'Est et la faction de l'Ouest, celle qui est au gouvernement, au niveau des parlementaires. Vous voyez que les gens ne sont pas sincères. Déjà, si à l'intérieur ils n'étaient pas sincères, qu'est-ce qui garantit qu'à l'extérieur ils sont sincères? Là, je rejoins Gracien dans l'analyse qu'il fait. On n'est pas sûr que ce qu'ils ont dit va être tenu, parce qu'une fois rentrés à l'intérieur, ils vont devoir rendre compte. Et rendre compte, naturellement, auprès des gens qui les ont élus, les 180 parlementaires, 123 sont partis, ils reviennent. Si on voit, quand on regarde dans la subtilité, vous avez 123 qui sont partis, mais il y a 120 qui semblent plus ou moins d'accord ou pas, il y a 3 qui disparaissent un peu dans... Bon, ça commence à poser des problèmes. Quand vous majorité, quand même, est partie. Oui, c'est la majorité, mais sauf quand vous évoquez la pression, l'intrusion des forces, des institutions internationales, d'autres institutions internationales, qui jouent des doubles jeux en fonction de leurs propres intérêts, ça pose problème. Il n'y a pas de prise de position ferme et dure. Et quand bien même il y aura une prise de position ferme et dure, qu'on n'oublie pas que c'est d'abord la société libyenne, la population libyenne, qui a des envies, qui a des besoins et qui doit sortir de l'entourloupe dans laquelle la communauté internationale, la même, qui prétend aujourd'hui... Donc si je comprends bien, ces pourparlers peuvent aboutir uniquement si... il y a un soutien local des populations libyennes. Gracien, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces populations sont prêtes à porter ce soutien-là? Alors, étant donné qu'ils sont peut-être fatigués de 9 ans de... Oui. Justement, le problème de la société, elle n'est pas partie prenante dans le conflit. Elle est victime. Elle est victime des deux côtés. Et la société n'a jamais choisi de faire la guerre. La société n'a jamais choisi qu'il y ait deux parlements différents dans le pays. Ils ont besoin de construire le pays. La population libyenne en soi, on comprend qu'elle soit sceptique. Voilà, mais la population en soi soutient le retour de la paix. Mais comment? On se pose la question, est-ce que demain on n'aura pas un dictateur? Demain on n'aura pas quelqu'un qui va piétiner sur les lois, les droits? Mais aujourd'hui, le vrai problème qui se pose, c'est juste, je pense, au niveau des politiciens. Si les politiciens vraiment s'entendent, je pense que du côté des militaires, ils n'auront pas assez de force pour réagir. Absolument. Et en même temps, on ne peut pas faire la réunion à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de zone neutre en Libye. Mais apparemment, ils vont aller à Gadam, justement. Parce qu'il manque de zone neutre dans le pays. Ils ne peuvent pas se rencontrer en dehors de la zone contrôlée par l'un ou l'autre, ou de l'influence de l'un ou l'autre. Donc, ils sont obligés d'aller à l'étranger. Et puis, il y a les médiateurs aussi étrangers, parce qu'entre eux, ils ne peuvent pas s'entendre. Ils se sont fait la guerre. Il va falloir que c'est ce qui s'est passé. On a l'impression qu'il y a une libyanisation, entre guillemets, de ces pourparlers, finalement. Parce que ceux qui étaient à Tanger, ce n'étaient pas leurs supporters, on va dire, externes, c'est-à-dire la Turquie, la Russie ou encore. À ce moment-là, pourquoi on ne pourrait pas être optimiste, du moins? Disons que l'encadrement régional ou sous-régional en vue de chercher l'harmonie, en vue de chercher la paix, c'est une très bonne chose pour les relations, on va dire bilatérales, ou en tout cas dans la sous-région. C'est une très bonne chose. Sauf que ce qui se montre là, on voit l'immaturité, si vous me permettez l'expression, l'immaturité des dirigeants libyens, principalement aujourd'hui à s'asseoir sur des égos personnels pour mettre au devant l'intérêt du peuple, l'intérêt de la population. Parce que si on dit on décrète, comme là on voit l'Ouest, on voit l'Est, avec un maréchal par-ci, le Parlement de l'autre côté, un gouvernement de... Il y a un protagoniste intéressant, M. Sarraj, qui a décidé de quitter le pouvoir. Est-ce que justement son départ ne pourrait pas aider à avancer les choses, ça peut aider si le mobile ou le motif ou la raison principale est une raison qui est basée sur une harmonie globale.
Ça m'étonne. Il quitte parce qu'il s'aperçoit probablement qu'il n'a pas les rouages de la gestion, il n'a pas les rouages de la maîtrise du pouvoir. Quand ça va dans tous les sens, qu'il ne maîtrise plus rien, par dignité personnelle, il peut quitter. Le problème aussi, c'est qu'il va quitter pour laisser éventuellement la place au ministre de l'Intérieur, qui n'est pas un homme de paix, un homme il n'est pas là pour le dialogue. Il n'est pas connu pour un homme harmonieux. Il va entrer dans la force, lui aussi. Il y a aussi le problème des milices qui contrôlent le ministère de l'Intérieur. Justement, j'allais parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait des milices aujourd'hui? Mais s'il avait quitté réellement en se disant, moi je quitte le poste de Premier ministre pour que les deux parlements se mettent ensemble, pour qu'on choisisse un nouveau Premier ministre issu du consensus, éventuellement on peut dire, on choisit quelqu'un qui n'est ni dans un camp ni dans l'autre pour évoluer vers les élections, diriger la transition globalement par quelqu'un qui peut être de l'extérieur, mais qui a montré vraiment sa neutralité dans ces affaires. Mais en termes de neutralité, c'est très difficile, vous voyez, parce qu'ils vont être d'accord à l'extérieur, mais les milices, les factions intérieures des milices qui sont là, comment faire pour les convaincre, pour qu'ils déposent les armes, pour qu'ils fassent la paix? Sur quelle base de discours? Le discours de qui? Est-ce que c'est avec le discours de ceux de l'Ouest qu'on va convaincre ceux de l'Est? Est-ce qu'inversement? Et c'est tout ça qui pose le problème. Mais individuellement, ils vont aller s'entendre à l'extérieur. Tout ça, c'est bien. Mais il aurait fallu qu'ils s'harmonisent à l'intérieur pour se poser. Quitte à créer une zone neutre à l'intérieur, s'ils avaient montré une certaine grandeur. Quitte à créer c'est leur pays, c'est un pays africain, c'est un pays qui a une certaine dynamique, qui a une volonté de réussir, une population qui est dynamique, qui a une volonté de réussir, d'aller de l'avant. Elle vit mal la situation qu'on lui a imposée. Depuis presque 10 ans aujourd'hui. Elle le vit mal, elle ne voit pas la sortie. Et que des gens viennent, qu'ils démissionnent ou qu'ils restent, mais sans avoir mis en place une solution véritable de sortie, si c'est juste démissionner pour se protéger, démissionner pour protéger sa dignité ou son ego, ça ne sert pas beaucoup pour la Libye. Je dis, quand on est dans la bagarre, quand on est dans la bataille, quand on est dans la mouise, tous ensemble avec la population, il faut tous aller au front. Oui. Il y a aussi deux acteurs qui s'imposent, en fait, qui sont à l'extérieur, comme il a dit Jean-Marie. Il y a les Russes et les Turcs. C'est ce que j'allais poser la question, justement. Que faire de la question turque, en fait, dans le cadre du cheminement vers la paix? Parce qu'ils se sont beaucoup engagés. Et est-ce qu'ils seront prêts? Et aucun on va dire, les supporters externes n'a signé les accords comme quoi, OK, on va démilitariser la zone et les milices vont quitter le pays, il n'y aura plus d'ingérence étrangère. Ni la Russie, ni la Turquie ne sont engagés là-dedans. Que faire justement de cette question? Vous savez, ce genre de choses, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe en Syrie. En Syrie, quand il s'agit de négocier les zones tampons, autre chose, les Syriens, le président syrien ne participe pas aux négociations. Ce sont les Russes, les Turcs et les Iraniens. Pour le cas de la Libye, la paix passe nécessairement par une entente sur la question des Russes et des Turcs, éventuellement des Égyptiens. Parce que les deux, si les deux continuent à alimenter, mais avec les armes, mais si les deux décident, les Russes et les Égyptiens disent au maréchal Haftar, ils disent, vous devez arrêter, vous ne pouvez plus continuer, vous signez la paix complètement, définitivement. Et du côté des Turcs aussi, personne n'a les moyens pour continuer la guerre. Et personne n'a les moyens aussi pour ne pas faire la paix. Je pense que c'est vraiment indispensable. Les deux doivent s'entendre et puis la communauté internationale pourrait aller derrière. On parle de l'Égypte. L'Égypte, en quelque sorte, qui représente l'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine fait justement concernant c'est pour parler, Jean-Marie? Ce qui est dramatique, c'est que l'Union africaine, bon, qui me pardonne de le dire, parce que tout le monde est contre la guerre, mais en soi... Oui, si l'Union africaine avait été très positive en matière de conclusion et résolution des conflits en Afrique, ça se saurait, on l'aurait su. Et ça fait longtemps que tout ce qui s'est passé pendant des années, autant à Mogadiscio, autant au Mali, autant un peu partout, ça aurait été résolu depuis très longtemps. Donc je suis sceptique déjà à l'Union africaine. Maintenant, l'Égypte se met en avant. Pourquoi pas? Il faut bien un représentant de quelque chose, d'une institution, même si ça ne sert pas forcément à grand-chose pour l'Afrique. Mais l'Égypte, quelque part, était du côté de Khalifa Haftar, du coup. Oui, c'est ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui, la chose libyenne se gère sur la base des rancœurs. Et cette base des rancœurs fait qu'il y a des soulèvements armés. Donc on soulève les armes pour prétendre résoudre. Mais il faut qu'ils comprennent que l'Afrique a dépassé aujourd'hui, si elle veut être en paix, si elle veut progresser, l'étape de résolution de ces problèmes par les armes.
il y a des possibilités de droit, des possibilités juridiques, des possibilités d'analyse juridique, de mise en place de tout ce qui est, ne serait-ce que discussion, négociation, mais sur des bases juridiques dont on dispose aujourd'hui. L'Afrique est capable, l'Afrique a des capacités, l'Afrique a des possibilités, donc de pouvoir résoudre ces choses. Ce n'est pas les armes qui vont... Vous voyez, on a parlé des Turcs, on a parlé des Russes. Et c'est quelque part, c'est encore les mêmes qui fournissent. Oui, c'est eux qui fournissent, de l'autre côté encore, qui fournissent en armes à gauche, à droite, ainsi de suite. Bon, et tout ça, comment voulez-vous que, face à face, on ait des fournisseurs d'armes, des armes d'armes, en même temps, les mêmes qui vous disent qu'on va faire la paix, on va rendre les choses harmonieuses, quand on fournit les armes et les cartouches. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais, et puis ils sont aussi là pour leurs propres intérêts. C'est vicié et c'est hypocrite. Pour moi, il n'est pas si hypocrite que ça, parce qu'en fait, il manque justement la main des Africains. Oui. Les Turcs et les Russes ne cherchent pas vraiment la guerre en soi. Ce n'est pas la guerre qui les intéresse. Ce sont les intérêts financiers. Les Turcs ont besoin de la zone pour le gaz. Les Russes ont besoin aussi du pétrole ou autre chose, de continuer à vendre des armes. Mais en réalité, il faut que si par exemple l'Afrique était unie, si l'Afrique disait d'une seule voix, voilà, on doit faire de cette façon, là je pense que les gens, que ce soit les Turcs ou les Russes, suivraient. Parce que cette crise a clairement des conséquences internationales. On a tous les groupes terroristes qui... Il y a une petite nidation là-bas, on s'installe et on se propage ailleurs. Qui se faufile là-dedans, qui se crée, qui s'alimente et qui s'ingère. C'est justement ce genre de problème qui existe. Parce que même quand on pose les questions aux pays, que ce soit la France et les États-Unis, les autres, les ambassadeurs ou les diplomates, autres, ils disent, nous prenons la position de l'Union africaine. Dans tout conflit. Mais quelle est la position de l'Union africaine? S'il n'y a pas la position de l'Union africaine, on prend la position qui nous plaît. Oui, mais ça Gratien, un détail important. Quand ils vous disent qu'ils prennent la position de l'Union africaine, eux-mêmes sont des administrateurs de l'Union africaine, de manière indirecte ou des fois de manière directe. Ça veut dire que quand ils disent ça, ils propulsent devant une institution dont ils savent qu'ils ont eux-mêmes, ils tiennent le guidon, en gros. C'est eux qui donnent le sens. Si l'Afrique accepte, c'est là où... Et c'est ça qui pose donc problème. Ça veut dire qu'on tourne en rond, on est dans une marmite d'hypocrisie dans laquelle l'Afrique se complaît aujourd'hui, et personne ne veut prendre des décisions, personne ne passe au devant, et personne ne veut jouer la clarté. Mais en réalité, ce qui se pose aujourd'hui en Afrique, c'est que l'Afrique manque maintenant de leaders. Avant, on avait Mandela. On avait même Kadhafi. Kadhafi, il faut dire. Mais aujourd'hui, avec l'Nkrumah, on sait bien au niveau de l'histoire. Mais aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas de leader. Les gens, ils font ce qu'ils veulent chez eux, ils restent, ils sont nationalistes chez eux, ils ne veulent pas vraiment s'ouvrir sur l'Afrique. Même si par autre temps, Kadhafi était, on va dire, un leader discutable, mais aujourd'hui, de ce que vient de dire Gratien, l'Afrique manque de leaders en matière économique, socio-économique et politique. On n'en voit plus. Et l'Afrique est dans une tourmente complète aujourd'hui, où il n'y a personne qui peut dire voici le sens que va prendre, déjà, le sens du monde. On commence à le percevoir plus ou moins. Il y a beaucoup de non-dits, mais chacun a une perception. Mais l'Afrique devrait avoir également, avec la capacité qu'elle possède, de porter la croissance mondiale, de pouvoir dire voici le sens que nous donnons à ce monde-là, à cette direction du monde. Mais il n'y a personne. En tout cas, on verra comment tout ceci évolue. Pour le moment, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. De retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie, nous sommes en compagnie de nos invités, Jean-Marie Talley, directeur général de la fiduciaire Fiscofin, et Gratien Rokundikiza, notre éditorialiste. Ouvrons à présent le grand angle. Les pourparlers politiques de Madingouf n'ont pas atteint l'objectif fixé, considère l'opposition congolaise. Les discussions devaient permettre de mettre au point une stratégie censée ouvrir la voie à une élection présidentielle apaisée en mars 2021. À l'issue des pourparlers, certains leaders de l'opposition parlent d'un échec, faute de consensus. Reportage de notre correspondant au Congo-Brazzaville, Deva Panzou. L'administration et la majorité au pouvoir ne manifestent que peu d'intérêt à l'application rigoureuse des résolutions et recommandations liées à la fiabilité du corps électoral, avec l'introduction de la biométrie et l'indépendance réelle de la commission électorale. Selon le chef de file de l'opposition, Pascal Satima Biala,
Le pouvoir a exprimé son refus de faire évoluer le système électoral congolais à l'issue des 2 jours de concertation sans consensus entre les acteurs politiques les 25 et 26 novembre 2020 à Madingu. Nous avons décidé d'aller à Madingu, espérant obtenir un consensus sur les problématiques qui nous éloignent les uns et des autres en matière électorale. Malheureusement, et comme à l'accoutumée, nous ne sommes pas accordés sur 3 éléments essentiels qui pour nous conditionnent la fiabilité du processus électoral. Il s'agit de la maîtrise du corps électoral, du renforcement des compétences de la CNI, du plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Outre l'introduction de la biométrie et le renforcement des compétences de la commission électorale qui partage ses compétences avec le ministère de l'Intérieur, le rendez-vous de Madingu aurait permis aux parties prenantes de s'accorder sur le renouvellement du fichier électoral par le recensement. Mais pour le parti au pouvoir, Madingu a été une rencontre fructueuse pour toute la classe politique. La concertation de Madingu 2020 a finalement battu le record de participation de la classe politique congolaise. Nous félicitons donc les organisateurs pour cela et surtout aussi l'opposition qui n'est pas venue pour sévir de faire valoir à cette concertation. L'opposition politique congolaise interpelle la responsabilité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, suite à cet échec. Elle propose également un report de la présidentielle de 2021 comme conséquence si toutes les conditions d'un scrutin libre, transparent et apaisé ne sont pas réunies. Mais si l'opposition n'est pas prête pour 2021, le Parti congolais du travail l'invite à attendre le scrutin de 2026. Jean-Marie, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Congo est prêt à organiser des élections en mars 2021 ? Ça peut être triste de le dire, non, le Congo n'est pas prêt, et surtout l'opposition congolaise n'est pas prête. L'opposition congolaise, comme la plupart des oppositions en Afrique, et beaucoup essentiellement en Afrique centrale, à quelques exceptions près, ils ne sont pas prêts parce qu'ils ont mis un peu quelque part, un peu comme la charrue avant les bœufs, on a un leader de l'opposition qui part, mais en réalité, il s'y pointe, mais il n'a pas fait de consensus d'abord au fond. Dans son propre camp, dans ses propres rangs des oppositions, mais en même temps, ils n'ont pas fait un vrai travail de fond sur tout ce qui est outil électoral, sur tout ce qui est outil, c'est-à-dire la Constitution, les institutions qui organisent les élections. Tout ça n'a pas été toiletté complètement. Ce qui fait que quand ils vont comme ils partent là, on joue le jeu du parti au pouvoir. Et on joue le jeu de Sassou. Et ça plaît bien à Sassou. Vous avez entendu là, en subtilité, on vous dit, s'ils ne sont pas prêts pour 2021, ils n'ont qu'à attendre 2026. Ça dit déjà, pour qui sait lire entre les lignes, Sassou est encore là pour jusqu'à 2026. Ça, qu'on ne se leurre pas. Maintenant, il leur appartient de s'organiser, d'être clair, d'être honnête, d'être sincère, de savoir que on ne porte pas, ce n'est pas des visions individuelles qu'on porte, ce sont des idées. Et c'est des idées pour un peuple, ce n'est pas des idées pour un individu, ce n'est pas des idées pour faire plaisir à un carton. Donc l'échec en gros, est déjà pressenti. N'est imputable que à l'opposition. Non, pas simplement à l'opposition, c'est que le parti au pouvoir a tous les rouages, a tous les outils pour, bien naturellement, pour préparer sa voie pour qu'il tombe dans le piège. Et il tombe naturellement dans le piège, il tombe là où on les attend. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas organisé, vous venez, pourquoi voulez-vous qu'on en sorte avec un consensus? Maintenant, allez vous plaindre, il n'y a pas de consensus. Mais nous avons fait ce qu'il fallait. Vous voyez, Sassou les a reçus. Sassou a été ouvert. Justement, parce qu'il demande son intervention, sa médiatisation dans l'affaire. Vous ne pouvez pas être en train de vouloir chasser quelqu'un en disant on veut prendre votre place, on veut prendre ta place, on a autre chose à apporter. Au lieu de focaliser sur ce que vous avez apporté, qui doit convaincre les populations, qui doit convaincre le peuple, vous allez demander à quelqu'un que vous voulez certainement chasser, il ne va pas vous laisser le chasser. Il est là depuis... Il est enraciné au Congo, comme la plupart sont enracinés un peu partout en Afrique centrale. Donc à partir de là, il ne faut pas croire qu'il va vous dire, mais écoutez, puisqu'on va s'entendre autour d'une table, mais écoutez, vous me chassez, je me quitte, je me bouge de là et puis je vous laisse... Non, ça ne peut pas se faire, ça ne se fait pas. Qui ne se leurre pas. Qui s'entendent entre eux. La majorité estime qu'ils sont prêts à organiser les élections en mars 2021. On doit les prendre au mot ou... Alors, au vu de ce qu'on vient de lire et ce que l'opposition dit, il y a de quoi... L'organisation est technique et administrative. Ce sont des élections qui sont prévues, c'est bien mars 2021. Oui. Les gens, ils doivent être prêts. S'il y a des politiciens qui ne sont pas prêts à la date d'aujourd'hui, à eux de se préparer pour être prêts en mars 2021. Mais par rapport au cadre qui a été donné pour s'exprimer, pour discuter, échanger, il y a certaines concessions. Mais ce qu'on voit, par exemple, l'opposition dit, moi je suis étonné que l'opposition peut dire on va reporter parce que il y a des problèmes parce qu'on ne plafonne pas les dépenses. Ça c'est un.
Justement, combien ça coûte d'organiser des élections? Oui, mais ça, c'est une conception. Congo a les moyens financiers aujourd'hui de reporter. C'est une conception occidentale. Moi, si je me présente aux élections, je sais que j'ai des idées, j'ai peu de moyens. On a vu beaucoup de gens qui ont fait la campagne électorale, qui n'ont peu de moyens, mais qui ont des idées, qui ont gagné les élections. Cela ne pose pas de problème. Pour dire les compétences de la Commission nationale électorale indépendante, si la Commission est juste, quelles que soient ses compétences, peu importe, et elle va avoir moins de compétences pour tout le monde. Ce n'est pas vraiment... Moi, je dirais surtout qu'ils allaient revendiquer, ils ont cherché le fichier électoral, ils en ont parlé, et aussi voir la surveillance des élections et comment est-ce qu'on va proclamer, comment on va réunir les chiffres, centraliser les chiffres, voir que les élections ne seront pas trichées. Mais sinon, le reste, pour moi, c'est vraiment un casus belli. Justement, dans le délai imparti, est-ce qu'il est possible de réviser un fichier électoral correctement? Mais il fallait déjà le faire à la base. C'était déjà le minimum à la base. Il faut toiletter d'abord tout ça pour être en accord. En disant, voici les bases claires, les bases saines pour lesquelles on va au front. Donc l'opposition s'y prend un peu tard, vous trouvez? C'est pas qu'ils s'y prennent tard. En Afrique, on dit toujours qu'ils s'y sont pris tard. Ils sont là depuis des décennies, Mais pendant des décennies, parce qu'ils ont fait quoi? Ils auraient dû. Il ne faut pas attendre la dernière minute, le dernier mois, la dernière semaine pour dire on s'y prend tard. Mais ce n'est pas une excuse tout ça. Et puis le fichier électoral, on peut le réviser rapidement. Cela peut prendre beaucoup de temps. Voilà, ils ont eu tout le temps. Il y a pas beaucoup de Congolais. Vous avez eu beaucoup de leaders de l'opposition qui étaient là. Certains pères leur ont disparu, certains sont morts, certains sont vivants. Mais ça fait des décennies qu'ils sont là. Ils se réclament tous de l'opposition. Ils sont tous opposants. Mais ils ne vont jamais dans le fond. Toiletter d'abord les institutions de base qu'il faut pour dire voici les bases solides sur lesquelles on va au devant. Mais vous jouez le jeu de l'homme qui est au pouvoir, qui a tous les rouages, qui a le budget, qui a les moyens, qui a le pouvoir, l'argent de l'État pour faire ce qu'il veut. Donc n'attendez pas qu'il vous laisse partir, venir prendre sa place. Non, nulle part ça ne se fera. Nulle part ça ne se fera. Alors, s'ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas agité le chiffon. Et là, comme je veux dire, ils jouent le jeu de Sassou, et Sassou est bien, il les a bien mis là-dedans pour la simple raison que on va dire que Sassou est démocratique, il est ouvert, il reçoit tout le monde, il entend des réclamations, mais en réalité, on joue son jeu pour qu'il reste encore le plus longtemps possible. Alors si vous voulez le faire partir, c'est un combat d'idées. Ce n'est pas uniquement de sa faute en soi. C'est un combat d'idées. C'est un combat d'idées. Vous voyez, on revendique beaucoup de choses en Afrique en disant ce président était là depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, ainsi de suite. Mais si vous ne l'aviez pas aimé, si vous ne l'aviez pas accepté, à un moment donné, il faut dire stop et tout le monde connaît les moyens pour lesquels... Mais est-ce qu'aujourd'hui, en face, il y a un candidat qui pourrait vraiment tenir tête au président Sassou lors des élections? Est-ce que l'opposition est une figure intéressante? On va dire ça comme ça. Non, déjà l'opposition ne se met pas ensemble. Si au moins l'opposition choisissait une figure, on ne peut pas dire, c'est pas à nous de dire, c'est pas à nous de désigner une figure. Il faut qu'eux-mêmes choisissent une seule personne parce qu'on a deux forces en face. Oui. Il y a le pouvoir et l'opposition. Le pouvoir, un seul candidat. C'est-à-dire, c'est un bloc. Son candidat est là. Mais l'opposition, il y a plusieurs candidats. C'est normal. Si vous prenez, c'est comme si on prenait une équipe bien solide et qu'on disait on va aligner en face les gens qui vont se relayer tout le temps, alors que les autres, ils ont un bloc. C'est-à-dire que l'autre va perdre, ils vont prendre les voix des uns des autres, et puis il va gagner au premier tour. L'opposition est comme une équipe dans laquelle tous les joueurs sont des capitaines. Vous voyez, mais sauf qu'il y a c'est un peu le problème, on peut dire, des pays africains en général. Des oppositions africaines et surtout subsahariennes, d'Afrique subsaharienne. C'est un peu ça, parce qu'on peine à voir l'avancée démocratique dans nos pays d'Afrique subsaharienne à cause de ces types de velléités, de manquements, d'insuffisances qui sont bien organisés, bien agencés, toujours par nos propres frères et dirigeants africains qui sont à la tête de la paix, qui s'écoutent eux, mais qui n'écoutent pas leur peuple. Et qui joue sur le jeu de je dois durer autant que je peux, je dois y rester, je me sauve moi, je ne sauve pas un peuple. Et c'est ça qui pose problème. Et comme ça, on tripatouille tout partout, mais tout ça, le problème c'est que c'est au nez et à la barbe de ce peuple-là. Et ce même peuple-là se plaint qu'il est là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ainsi de suite. Mais à un moment donné, si vous ne voulez pas de quelqu'un qui vous fait mal tous les jours et que vous avez l'occasion, l'opportunité de lui dire on n'en veut plus, on ne veut plus, il y a des voies de droit. Utilisez donc ces voies de droit, allez voter massivement. Vous voyez, une petite chose pour aller un peu dans... Ce que Gracien a évoqué un peu rapidement. Vous voyez, en Afrique, il y a... tout le monde veut que ça change. Mais quand il faut sortir pour aller pousser, propulser et initier ce changement, à travers un bulletin de vote, à
Très peu vont voter. Ouais. Très peu s'inscrivent sur les listes électorales. Mais le jour du vote, chacun est couché ce soir en espérant que ça va changer. Mais dans ce cas, on remet déjà en cause la liste électorale. Donc comment on fait, Gratien? Bon, je pense que ce n'est pas vraiment remettre en cause la liste électorale pour ça. C'est les gens, il y a des gens qui vont voter. Bon, ils peuvent y aller à 60, 70%. C'est pas ça le grand problème. C'est que le problème, même pour la population, dès qu'ils voient qu'il y a des gens en face qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas de projet clair pour développer le pays, ils vont préférer garder ce qu'ils ont. Quelqu'un, si vous avez une voiture qui roule, on vous propose d'autres, les marques, vous ne les connaissez pas, on ne vous dit pas les qualités, vous allez garder celle que vous avez, même si elle est vieille. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. On voit aujourd'hui en Afrique, les gens, pourquoi l'opposition ne se présente, les gens de l'opposition se présentent pas groupés. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas d'idée et ils veulent arriver au pouvoir pour se servir. Ils arrivent au pouvoir, ils pensent à eux-mêmes, ils vont voler, c'est la corruption. En fait, ils vont y arriver pour s'enrichir, non pas pour enrichir le peuple. Ce qui fait qu'on voit bien en Afrique, dans plusieurs pays, on peut citer la Guinée-Conakry, d'autres, la Côte d'Ivoire, on a des gens qui, on disait des démocrates, ils sont arrivés au pouvoir. Mais les gens, finalement, on se dit, est-ce que ce sont des gens qu'on avait avant? On arrive, on a un projet, on fait le projet, dès qu'on termine, on se dit, j'ai terminé, j'ai fait un bon bilan. On n'a pas besoin vraiment de durer, juste pour faire la dictature ou maltraiter son peuple. On est là, on est serviteur de son peuple, on n'a pas à s'imposer à rester là. Moi, je dirais même, si on n'a pas d'idée, on n'a plus d'idée, on se dit, je n'ai plus d'idée, je démissionne, je pars. Je laisse les autres qui ont des idées. Oui. Le mot démission est un mot qui est très rare dans la bouche de certains dirigeants africains. Mais il faut aussi voir qu'il y a quelques opposants, si on peut appeler opposants, on va dire en gros, des alternatives de changement, de façon d'être, de politique en Afrique, ou des opposants sur la base de véritables idées qui cadrent avec la volonté populaire, avec la vision de la nation, avec la vision constructive, mais qui intègre tout le monde, tout le peuple, toute la nation, malheureusement, parce que derrière, ils ont toujours été plus ou moins désunis. Les autres ne les ont pas portés. Ils se retrouvent soit barricadés, soit enfermés tout seuls dans un coin, alors que ce sont des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de faire harmonieusement la construction, de procéder à la construction d'une nation solide. Ce n'est pas pour régler des comptes, mais c'est pour mettre en place un système qui est basé sur des idées qui répondent aux aspirations populaires. Malheureusement, ils se retrouvent souvent tout seuls. C'est-à-dire que c'est comme si vous voulez le bonheur de quelqu'un qui lui-même ne connaît pas le sens de son bonheur. Et on se retrouve donc dans cette situation, on tourne en rond en Afrique. La même chose, en parlant de bilan, quel bilan est-ce qu'on peut faire de la présidence du chef de l'État, Sassou Nguesso, jusqu'ici, Gratien, au Congo? Bon, c'est un bilan mitigé parce qu'on voit bien ce qui se passe au niveau du pays. Vous savez, pour faire le bilan d'un pays, c'est simple. Il ne faut pas aller chercher les chiffres macroéconomiques en disant on a fait tel pourcentage déjà, le PIB, comment l'évolution, on connaît bien, c'est presque zéro. Il faut savoir que tous ces chiffres-là, ces statistiques qu'on vous donne des institutions internationales, juste un instant, Gratien, de ce que tu dis, tous ces chiffres-là, toutes ces qui proviennent des institutions internationales sont factices, ça ne tient absolument à rien du tout. En fait, c'est en fonction de ce qu'on veut, on donne aux chiffres ce qu'on veut, on analyse en fonction de ce qu'on a besoin d'obtenir. Parce qu'il suffit de voir le pétrole, la production du pétrole qui, par exemple, qui augmente, on va augmenter le PIB. Il suffit aussi qu'il y ait l'inflation. Quand il y a l'inflation, les prix augmentent. On a l'impression que la valeur intérieure a augmenté. Non, la valeur, c'est le volume, la valorisation en monnaie locale. Mais en réalité, on voit bien la réussite d'un président, d'un chef d'État par son peuple. Est-ce que son peuple a un emploi, a de quoi manger? Les gens vont se faire soigner facilement. Les gens, il y a l'activité, c'est ça, le bien-être de la population. Effectivement, c'est ça. Mais en même temps, on parlait de la Libye tout à l'heure. Vous voyez, il y a des statistiques internationales qui vont vous dire que le PNB de la Libye monte en croissance, plus de 43%, ainsi de suite. Allez voir le production de pétrole a été relancée. Voilà, ainsi de suite, et tout ça, on se limite à ça pour dire non, l'économie va bien, tout va bien. Il faut arrêter de raconter des âneries aux gens. On n'est pas bête. On donne à un chiffre le sens qu'on veut parce qu'on sait quels sont les intérêts qu'on veut. Vous parlez du bilan. Ça peut être dur à dire. Les dirigeants africains et les dirigeants d'Afrique subsaharienne, malheureusement, ils ne sont pas des gens soumis à la notion de délivrance de bilan. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de compte à rendre. Parce qu'ils sont tout. Ils ont tout le pouvoir, tous les pouvoirs. Donc ils sont au sommet et ils n'ont de compte à rendre à personne. Sinon à l'extérieur de chez eux. C'est-à-dire à ceux qui n'habitent pas chez eux,
qui n'ont que des intérêts économiques chez eux, et qui n'ont que les seuls intérêts qu'ils ont chez eux, c'est martyriser les populations en question. Donc on peut dire que l'issue ils n'ont de compte à rendre à personne, donc on ne peut pas demander un bilan. Allez lui demander à lui-même de vous donner son bilan. On peut dire que, est-ce qu'on peut dire justement du coup que l'issue du scrutin de mars 2021 est déjà connue, Gratien, dans ces conditions-là? On connaît bien, Romain, à moins qu'il y ait un miracle. Hein. Le miracle, ça dépend de... Vous savez, dans le reportage que vous avez entendu là tout à l'heure, il y a une subtilité. On vous a dit, si vous n'êtes pas prêt pour 2021, vous préparez-vous pour 2026. 2026, ils seront toujours en retard. À moins d'une semaine, à moins d'un mois. Ah oui, la commission électorale, dont on n'a pas eu... Vous avez eu 5-6 ans pour faire l'élection ne sera clairement pas reportée. C'est difficile en Afrique maintenant, c'est difficile en Afrique, je dirais vraiment, entre guillemets, de perdre les élections quand on est président de la République. C'est triste. Même quel que soit... Il y a un pays que je ne vais pas citer ici, un opposant qui a bien gagné les élections, clairement, mais ce n'est pas lui qui a été proclamé. Donc c'est... Voilà, c'est tout ça dans les institutions qu'il faut revoir à la base. Et c'est triste pour nous de le dire, étant loin, un peu loin de tout ça, ce qu'on voit, parce que c'est quand même notre Afrique, notre première patrie, c'est nos familles qui y sont. La vision de l'Afrique, c'est notre vision, c'est ce que nous souhaiterions, et que les Africains, dynamiques comme ils sont, porteurs de croissance, porteurs de potentiel, de capacités, qui guident, qui peuvent orienter ce monde, qui ne soient jamais partie prenante des décisions, partie prenante de la vision mondiale, qui, à cause des dirigeants qu'ils ont à leur tête, à cause des dirigeants qu'ils ont à leur tête. Les oppositions africaines, pour conclure, doivent mieux s'organiser. Si Toujours, on veut... mais ne pas attendre la dernière minute. Ils ont tout le temps pour s'organiser avant la prochaine élection. C'est dès le début du mandat de celui qui vient d'arriver au pouvoir que l'opposition, quelle qu'elle soit, doit commencer à s'organiser. Ce n'est pas la dernière minute. Nous allons à nouveau marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Tallet et Gratien Rukindikiza. Zoom à présent sur notre sujet société consacré aujourd'hui au Nigeria. La Banque centrale du Nigeria a gelé les comptes de personnes qui étaient au premier plan lors des manifestations du mois dernier, connues sous le nom de EndSARS. Manifestations qui ont attiré l'attention du monde entier, alors que des milliers de Nigérians faisaient campagne pour mettre fin à la brutalité policière. Les manifestations culminaient le 20 octobre 2020, lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu et tué au moins 12 personnes à Lagos, selon des témoins et Amnesty International. Bilan que l'armée nigériane nie toujours. Des avocats et des militants des droits humains décrivent une campagne d'intimidation menée par l'État fédéral. Graziella Tchakonte. Incompréhension, c'est le sentiment qui prévaut au sein de la jeunesse nigériane, alors que plusieurs militants du mouvement EndSARS ont vu leur compte bancaire gelé. Avocats et militants des droits humains dénoncent une campagne d'intimidation pour faire taire la grogne sociale. Je suis désabusée, surtout depuis que c'est arrivé en ma présence, parce qu'ils m'ont utilisé comme appât. J'essaie juste de ne pas m'apitoyer sur mon sort. Au total, la Banque centrale du Nigeria affirme avoir gelé pour une durée de 90 jours renouvelables les avoirs de 20 personnes impliquées dans les manifestations. 7 d'entre elles déclarent avoir reçu des menaces et certaines ont même été contraintes à l'exil. Sur le terrain, la frustration à l'égard de la police est le reflet de la frustration à l'égard de l'État en général. Nous sommes très clairs sur le fait que nous sommes au bord d'un régime autoritaire et que tout peut arriver et cela nous préoccupe. Je veux dire que nous avons très peur. Une peur injustifiée selon le gouvernement qui dément toute tentative d'intimidation. Rappelons qu'au moins 80 personnes, dont des civils, des policiers et des soldats, ont été tués au cours des manifestations qui ont embrasé tout le Nigeria en octobre 2020. Gratien, on a vu dans le reportage le monsieur qui disait avoir peur. Est-ce que sa peur est justifiée vu l'évolution des choses au Nigeria aujourd'hui? Oui, la peur est justifiée. On a des manifestants, des gens qui ont manifesté contre les violences de la police. Une police d'ailleurs qui a été, disons, démantelée. Et en même temps, au lieu de dire, bon, pratiquement, le président pourrait féliciter les manifestants parce qu'ils ont alerté les dirigeants. Sur quelque chose qui ne se passait pas bien dans le pays. Et là, cette fois-ci, il est puni. Il a en même temps peur parce que
Du moment où la police agit de cette façon et que les gens qui ont manifesté, ils sont, disons, dépouillés de leur compte, ils ne peuvent pas accéder à leur compte, cela va de soi. Et puis, il a aussi peur par rapport à l'organisation du pays, le pays qui est le premier pays au niveau économique, le premier pays économique en Afrique, qui a le PIB le plus élevé. Ils ont dépassé l'Afrique du Sud. Mais voir ce qui se passe dans ce pays, le désordre politique, économique, sécuritaire, cela pousse vraiment à penser, les Nigérians doivent se dire que le pays peut être dirigé autrement. Jean-Marie, est-ce que l'instabilité du Nigeria pourrait justement mettre en péril l'instabilité de la sous-région ouest-africaine? Oui, naturellement. L'instabilité du Nigeria, là, au vu de ce qu'on voit, il y a une dérive autocratique qui est en train de se mettre en place au Nigeria. Et si le Nigeria virait dans une dérive grave, soyez sûr, le Nigeria est au centre de l'Afrique centrale et au centre de l'Afrique de l'Ouest. Automatiquement, étant donné que c'est en fait, en termes de poids lourd économique, en termes de poids lourd, en termes de population, et surtout un pays fédéral comme celui-là qui a dans ses composantes multiples visions de faire, qui naturellement peut être difficile à gouverner, mais pas plus difficile que toutes les autres. C'est une question de mentalité, dont nous n'avons pas accepté de faire évoluer nos mentalités. Donc si le Nigeria glisse et tombe dans l'incertitude, à coup sûr, c'est tous les autres pays alentours. Ça veut dire le Cameroun, ça veut dire jusqu'en Côte d'Ivoire, voire même jusqu'au Sénégal. Donc tout ça qui risque d'être mis en cause. Comment apprécier la gestion de cette crise par le président C'est mal géré. C'est très mal géré. Il aurait pu dire que là, c'est une expression démocratique. Vous voyez, on gèle les comptes de ceux dont on ne devrait pas geler les comptes. Ce sont les bandits, les voleurs au pouvoir, aux commandes qui sont les dirigeants, qui devraient avoir leurs comptes gelés en interne comme en extérieur. On ne le fait pas, mais on utilise le pouvoir d'État pour vicier, pour martyriser ceux qui se battent. Oppresser encore un peu plus. Voilà, pour oppresser. Quand on demande à la police de s'impliquer, déjà de maltraiter des avocats, des hommes de droit, des hommes de l'eau, c'est déjà incroyable. Ça ne se fait pas. Une police qui est contestée. Déjà une police qui est contestée. Il y a eu des morts. Et on vous dit qu'il n'y a pas de morts. Et la notion même de droit, la notion même de défense, la défense même de l'opprimé. L'État, le pouvoir central le renie au déni. Donc, vous voyez, ça n'augure pas une bonne vision pour le Nigeria qu'on a connu, un pays très dynamique, porteur de l'économie africaine, le moteur de l'économie africaine devant l'Afrique du Sud, et qui, surtout en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, était l'un des pays qui était porteur de cette propulsion-là. Ça nous inquiète beaucoup. Gracien, aujourd'hui, quelle image le Nigeria renvoie à l'international avec ce type d'événement-là? Vous parliez du fait que c'est un mastodonte en Afrique. Qu'est-ce que la communauté internationale dit aujourd'hui en voyant ces images? Surtout que ces manifestations ont été très médiatisées. On en a parlé dans le monde entier, parce que ça a été vraiment porté par des jeunes sur Internet, du coup, avec une diaspora assez dynamique, d'ailleurs, nigériane. Comment est-ce que ça ne ternit pas un peu l'image du Nigeria à l'extérieur? Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences, justement, dans les relations du Nigeria et ses partenaires occidentaux? Il faut savoir que le Nigeria, c'est le pays qui intervenait souvent dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, chaque fois qu'il y avait des conflits. Des conflits internes au niveau de ces pays. C'est le grand qui donnait des leçons, le grand qui faisait la médiation. Et c'était un pays respecté. On sait bien quand le Nigeria est intervenu, par exemple, au Libéria avec les Comores, ou dans d'autres pays, c'est un pays qui s'impose. Aujourd'hui, l'image que le Nigeria donne par rapport à la communauté internationale, c'est une image, disons, inadmissible pour nous les Africains. Ce n'est pas seulement l'image, ce n'est pas seulement du Nigeria, mais c'est l'image aussi de toute l'Afrique. Parce qu'on se dit, si le géant fait ça, ça veut dire que les autres, ils vont faire pire. En plus, ce qui est compliqué, les gens doivent s'inquiéter. Le Nigeria, avant, intervenait pour aider les autres. Mais aujourd'hui, il faut le dire clairement, s'il y a le désordre au Nigeria, personne en Afrique n'est capable d'intervenir pour ramener l'ordre. Ça va être quelque chose de... Un capharnaüm total. Oui, on ne peut pas affronter, personne ne peut affronter le désordre nigérien, que ce soit
Les milices, l'armée, les rebelles, même Boko Haram, on voit bien comment ça se passe avec l'armée la plus puissante nigérienne. Donc cela veut dire qu'on aura un désordre qui peut aller jusqu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce que l'Union africaine fait du coup là? Toujours la même question. L'Union africaine, on se pose la même question. L'Union africaine, s'ils avaient été capables, s'ils avaient été à la hauteur de la résolution des problèmes de l'Afrique et des Africains, ça se saurait. On l'aurait su. Et on aurait vu sur le terrain beaucoup de résolutions d'apaisement, beaucoup de résolutions harmonieuses. Mais ce sont malheureusement des responsables ou des représentants, on ne sait pas de qui, même si on dit de l'Afrique. Donc aucun chef d'État aujourd'hui ne peut parler à M. Buhari et lui dire peut-être... Oui, mais le tout n'est pas une question juste de parler. Vous avez le Nigeria, qui est une mastodonte de centaines, peut-être de centaines de millions d'habitants. Quand vous imaginez tous les autres pays autour qui ont 20 millions, 30 millions, 25 millions, 10 millions, ainsi de suite, où on n'a jamais été capable de résoudre un problème. Vous croyez que c'est dans un pays de 230 millions d'habitants qui va venir résoudre? Alors maintenant, l'Union africaine, qui déjà est démunie de tout pouvoir, de véritables décisions, de tout pouvoir même de penser, une pensée collective. Et la CEDEAO aujourd'hui, ce n'est pas l'organe pourra... Mais la CEDEAO, c'est le Nigeria. Le gros, c'est le Nigeria. Et on ne peut pas agir, disons, s'il n'y a pas le Nigeria à l'intérieur. L'Union africaine, en soi, on peut dire, elle ne veut pas commencer par le Nigeria, mais au moins pour les autres pays, une taille moyenne. Avant, quand il y avait, par exemple, un coup d'État ou, disons, des élections qui ont été violées d'une manière ou une guerre civile, l'Union africaine pouvait dire, vous faites ça, si vous ne changez pas, on va prendre des sanctions. Il y avait des histoires d'embargo. Maintenant, il n'y a aucun pays en Afrique qui subit l'embargo depuis un bon moment. Avant, on pouvait faire basculer, disons, un cas. On prend par exemple la Libye. Avant, il pouvait y avoir un embargo des deux côtés en disant on vous enferme. Il n'y a même plus d'avions qui iront dans votre pays, de bateaux. Et la communauté internationale, cette fois-ci, suivait. Il faisait le contrôle même au niveau de... Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, il n'y a plus... L'Union africaine ne fait plus peur. Donc, le problème, c'est justement manque de leaders en Afrique. Alors, en ce moment, autre chose, on a parlé de dérives autoritaires. Le gouvernement nigérian tente de réglementer Internet et de ressusciter des lois sur les médias sociaux. Un projet de loi qui date de 2015. Ça ressemble à quelque chose que beaucoup de dirigeants africains... Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, on est en train de tendre là, au Nigeria, vers ce qu'on appelle globalement, dans l'expression, la démocrature. C'est-à-dire, en gros, on est dans un autoritarisme qui est clairement dit, qui n'est plus, ça ne se cache plus, on veut bâillonner, on veut embastiller les gens, les esprits des gens, qu'on régule, qu'on coordonne, qu'on réglemente l'utilisation ou la gestion de Internet et tout ce qu'on veut, mais de manière propre, ça va de soi. Il va de la préservation de l'harmonie dans un pays, mais pas n'importe comment. Mais on n'empêche pas les gens de s'informer, de communiquer. On n'empêche pas les gens d'aller derrière Internet, développer une créativité, une certaine émancipation, qui n'est pas pour nuire au pays, qui n'est pas pour détruire le pays, mais ça aussi, il y a une vision économique derrière, de propulsion, de dynamique économique derrière. Mais quand le Nigeria s'en va contrôler, diminuer, fermer, empêcher, ainsi de suite, comment voulez-vous qu'un pays s'ouvre sur le monde? Et ça revient à ce que nous sommes en train de voir là. Ça veut dire on vous enferme, on vous met dans l'obscurité, on crée l'obscurantisme pour mieux vous mater, et comme ça personne ne sait et personne n'est au courant. Et quand on en arrive là du président Buhari, mais personne n'avait imaginé ça. Justement, est-ce que ça vous surprend ou... Bon, alors, je dirais même le peuple nigérien, c'est un peuple qui a été dirigé, habitué à être dirigé par des militaires. Et puis, à un certain moment, il y a eu des civils, des présidents civils. Il y a le général Buhari qui est revenu candidat. Alors, les Nigériens, ils se sont dit, un militaire, il va imposer de l'ordre. Mais l'ordre, finalement, ce n'était pas l'ordre à l'intérieur, au niveau de la société. Il y avait Boko Haram. Il y avait des milices aussi qui, dans les Détroits, où il y avait le Delta. Donc, on se disait aussi la corruption, il y avait autre chose. Il va imposer l'ordre, c'est ce qui va se passer. Mais finalement, le côté militaire vient de le rattraper. Il veut imposer l'ordre à la société, il veut s'imposer comme si
il y avait le temps de la trouvez. dictature des généraux. Là, on retrouve finalement le temps de la dictature des généraux. Et donc, du coup, le peuple, finalement, a été floué. C'est pas ça. Ils n'ont pas voté pour un militaire qui va imposer la dictature. L'ordre, au niveau de la moralisation de la société, au niveau de la bonne gouvernance. Or, c'est l'ordre finalement qu'il est en train d'appliquer, l'ordre militaire, tout simplement. L'ordre militaire, c'est-à-dire de la dictature qui n'a pas de sens. Et il a perdu complètement la notion d'implication du peuple à travers ses représentants parlementaires et ainsi de suite. Il veut faire tout à sa tête comme il veut, comme il entend, mais c'est pour aller où? Pour mener où? C'est tout ça qui désole un petit peu la vision qu'on a de l'Afrique, de ses dirigeants africains, sur lesquels, par d'autres temps, on a compté un petit peu, parce qu'on s'est dit, quand il arrivait aux commandes, pour un État fédéral comme le Nigeria, qui, au demeurant, paraissait très difficile à gouverner, mais on voit aujourd'hui, il a fait ce qu'il a pu, on y a cru, mais à un moment donné, on le voit descendre progressivement vers l'abîme, amener ce peuple vers l'abîme, radicaliser les pensées, les mentalités, les esprits des populations, et c'est ça qui est le plus difficile à attraper après. Est-ce que le Nigeria, aujourd'hui, c'est une petite poudrière quelque part? Il y a le problème de Boko Haram. Là, ils sont rentrés dans une récession pour la deuxième fois. Et avec ça, comment est-ce que le peuple va... Quand on l'a créé, vous voyez, après, c'est difficile à rattraper, c'est ça. C'est plus facile de dire, on est ensemble, voilà la direction, on y va, que de dire, on sème d'abord la Bible, on crée la mouise, et ensuite, on va essayer de rattraper. Mais déjà, le Nigeria, c'est le vrai problème qui s'oppose. Il y a le problème, bien sûr, de la société, mais il y a le vrai problème, mais militaire. Et je suis étonné quand on voit Boko Haram. Boko Haram qui a donné de la chance, je dirais, entre guillemets, aux militaires. Parce que Boko Haram a offert un front. Or, c'est lui qui fait la guerre comme une guérilla, pose des problèmes à l'armée. Mais Boko Haram attaque en frontal, ce qui fait que c'est ce que les militaires apprennent, en fait. Je dirais que l'armée nigériane aurait déjà vaincu Boko Haram depuis un bon moment. Sauf que la guerre, finalement, a donné des idées ou a servi de corruption aux généraux. Au lieu d'acheter des armes pour faire la guerre, au lieu de payer les militaires, finalement, ils s'enrichissent. Et du coup, Boko Haram, disons... Là, on parle d'une centaine de morts. Oui, Boko Haram, finalement, se renforce parce que de l'autre côté, en face, il n'y a pas une grande motivation. Pendant qu'on fait ce qu'on vit là au Nigeria, vous voyez, et dans la on plupart des pays d'Afrique centrale qui sont victimes de Boko Haram, pendant qu'on fait tout ça, ces hérésies-là qu'on voit, et ces errements-là en termes de dictature, de mauvaise gestion des pays ou de mauvaise gouvernance, on ne voit plus les populations qui sont meurtries, qui sont tuées, qui sont massacrées par ces groupuscules de Boko Haram et autres. C'est dommage. Et ça pose un problème, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on ne construit pas un pays sur l'obscurantisme. On ne construit pas un pays sur l'obscurantisme. Un pays va rester définitivement. Merci Jean-Marie Tallet et Gratien Rekendikiza d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.